avec le coronavirus, c'est un mot qui est revenu très à la mode, qui est la résilience. Alors, faut savoir que, mais ça serait intéressant qu'on en discute justement un petit peu sur ce que vous mettez derrière ce mot résilience. Ça a été popularisé en France, vous avez déjà dû l'entendre par le psychiatre et écrivain Boris Cyrulnik. Et on parle de plus en plus de villes résilientes. D'ailleurs, la ville de Paris avait un haut fonctionnaire à la résilience. Puisque je ne l'ai pas abordé, mais vous avez aussi tout ce qui est crise climatique. Et donc, forcément, on parle de résilience des territoires, des villes et des entreprises, des organisations, puisque l'incertitude de nos jours est au cœur de l'économie et elle se doit d'être résiliente pour pouvoir continuer à fonctionner. Alors, ce terme, et c'est un peu comme ça qu'on l'a préparé avec Mylam et Caroline, c'est qu'il s'applique nos sociétés, l'être humain aujourd'hui, il vit sur des ressources et dès qu'il y a des perturbations sociales et économiques, en fait, on est tout de suite menacé. Vous prenez par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, en 2003, vous prenez un péage de Saint-Arnaud, un coup de verglas et vous avez 15 000 personnes qui étaient bloquées sur une autoroute. Et c'était devenu une véritable patinoire. En 2003, au Québec, avec une pale électrique qui avait bloqué 50 millions de personnes. Alors, aujourd'hui, on parle souvent de forte dépendance des systèmes et des organisations sur que le concept de résilience organisationnelle, justement, et c'est là-dedans que c'est né, aussi bien dans le public que dans le privé. Ça, il faut absolument pas dissocier ça. Les gouvernements, notamment, ont par exemple intégré ces concepts de résilience, et ce n'est pas pour rien qu'au moment de la crise du Covid, au tout début, ils ont parlé de résilience. Et c'est aussi très présent dans le milieu industriel, notamment en termes de production, puisque c'est comment une chaîne continue à fonctionner malgré des problématiques extérieures. Alors, même si le concept de résilience se définit globalement comme étant un état de préparation d'une organisation à faire face à ces perturbations, vous verrez, si vous faites un peu de recherche, il y a beaucoup de maîtres à penser sur la résilience et il y a beaucoup d'approches différentes qui existent. Elle est devenue un peu à la mode sur ces dernières années, mais c'est un concept qui reste quand même néanmoins très complexe. Alors, pour commencer, ce que je voudrais, moi, c'est à partir de l'approche plutôt individuelle, et ensuite un éclairage organisationnel. Vous savez de quand date la résilience? Quand est-ce qu'elle elle a commencé à vivre? Si on devait la dater selon vous? Je dirais 1940. Alors, on peut même partir beaucoup plus loin parce que, en fait, en médecine traditionnelle chinoise, elle désigne la capacité des systèmes vivants en fait, à se régénérer après une blessure grave. Voilà. Et en physique, elle renvoie à une capacité interne d'un matériau en fait, à retrouver sa forme initiale après avoir reçu un choc. Donc, vous la retrouvez en médecine chinoise, vous la retrouvez en physique et vous la retrouvez en psychologie. Et c'est pour ça que Cyrulnik, qui est psychiatre, en parle énormément. C'est qu'elle désigne la capacité d'un individu à résister au traumatisme, à rebondir face à l'adversité et à retomber sur ses pieds. Ce qu'il faut bien comprendre dans le système de résilience, ce n'est pas un système de guérison. C'est un système où, en fait, vous passez d'un état à un autre, mais le choc, le traumatisme est toujours vivant. Alors, vous pouvez très bien revenir à une situation de vie normale avec votre traumatisme. Néanmoins, vous avez toujours cette faille, cette cicatrice qui reste et vous apprenez à vivre avec. Et vous verrez, on en parlera tout à l'heure, puisque tout ça s'applique exactement la même chose sur les organisations. Par contre, il y a forcément un avant le choc, il y a un après le choc et ça se prépare. Boris Cyrulnik, d'ailleurs, définit la résilience comme une qualité intrinsèque de l'individu qui lui permet de dépasser cette souffrance, parce que le choc fait mal, et d'apprendre de ses expériences douloureuses. La preuve en est, c'est vous mettez la main sur la plaque chauffante, ça vous brûle, vous l'enlevez. Néanmoins, le conditionnement réflexe et cognitif fait que vous ne remettrez pas la main dessus, parce que vous le savez. C'est exactement la même chose sur toutes les crises. Il faut apprendre de son expérience pour éviter de reproduire la même chose. Là-dedans,
on voit aussi un acte d'entreprendre, et notamment sur le retour d'expérience, sur un acte de reconstruction. Parfois, il faut même oser l'innovation radicale. C'est-à-dire qu'avant, on faisait complètement blanc, maintenant, il faut peut-être essayer noir d'un seul coup pour voir. Et parce que là, vous allez toucher en plus dans votre organisation résiliente, vous allez toucher la résilience de vos collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter en temps de crise? Le quatrième point, c'est inclure et encourager les collaborateurs à participer activement à la vie de l'organisation. Très souvent, on a des états-majors qui prennent toutes les décisions, elles ne sont pas comprises. On parle beaucoup de sense-making, mais c'est encore plus vrai dans la crise. C'est pourquoi on fait les choses et jusqu'où on va et pourquoi on les fait. Et ça doit être complètement partagé. Donc, il faut expliquer les décisions et il faut aller jusqu'au bout de l'information aux collaborateurs. Alors, améliorer sa résilience, ça implique quand même un certain travail sur son modèle, sur son fonctionnement en temps je dirais, avant le choc. C'est un exercice qui est complexe parce qu'il y a beaucoup de défis, parce que les organisations sont complexes, elles sont souvent très rigides. Et c'est un changement majeur de perspective pour voir l'entreprise qui peut relever des défis. Aujourd'hui, regardez, si on prend une des conséquences du Covid sur les organisations, c'est le télétravail. Le télétravail, avant le mois de mars, en gros, c'était très parcimonieux, c'était sur des critères très précis. Et le 16 mars, moi, sur une administration de 700 personnes, j'en ai gardé 100 au bureau pour continuer les services publics. J'en ai mis 300 en télétravail, ils ne savaient même pas ce que c'était. Hein. Donc, ils n'avaient pas d'ordinateur portable, ils prenaient les unités centrales, enfin, ils sont repartis avec les écrans sous le bras. Le télétravail a été un vrai système de résilience des entreprises pour pouvoir fonctionner, parce qu'elles n'avaient pas le choix. La performance en période trouble, ça devient l'affaire du sens collectif et d'interaction entre les membres de l'organisation. C'est plutôt le temps de l'adaptation et de la résilience. La résilience organisationnelle est ce qui, entre guillemets, permet à l'organisation de passer dynamiquement d'une période à une autre sans jamais disparaître. Parce que le choc, quand je vous parlais tout à l'heure en termes individuels de la peur de la mort, dans toutes les entreprises, le risque, c'est la fin de l'entreprise, c'est la fin de l'organisation. Donc, on peut faire le parallèle de peur de la mort de l'organisation si elle ne survit pas à cette crise. Et aujourd'hui, si on reprend sur le Covid que tout le monde connaît, on est confronté en termes de décisions politiques entre la santé d'un côté des humains et de l'autre côté de la santé économique du pays. Combien de chefs d'entreprise on a qui sont peut-être là autour de, mais je sais, et je ne dévoilerai pas de nom, mais je sais que pour avoir eu cette discussion avec certains d'entre vous, de gens qui ne savent pas, en termes de trésorerie, de business, comment ils vont survivre à ça. Donc, l'organisation résiliente, c'est comment aussi on arrive à se réinventer en période de crise pour survivre et surmonter ce choc. Contrairement aux autres domaines, la résilience des organisations, elle apparaît avant la perturbation, avec un volet anticipation, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la capacité aussi, la résilience, à anticiper une perturbation. Et c'est pour ça qu'on parle de gestion des risques. C'est pour ça que dans le milieu bancaire, vous avez beaucoup de direction des risques pour analyser en fonction de ce qui va se passer, comment le milieu bancaire va s'adapter et tout ça. Mais c'est un, l'anticipation, c'est deux, comment on résiste en s'adaptant et comment on se rétablit en retrouvant le plus vite possible l'état avant de la perturbation. Et j'insiste bien, ce n'est pas une guérison. Les entreprises qui sont résilientes, elles ont 3 caractéristiques. Elles sont pragmatiques, elles font face à la réalité. Il n'y a pas de déni de la réalité. Certains vous disent, regardez au tout début, tout le monde, certains vous disaient, mais non, c'est une grippette. Continuez à vivre comme si de rien n'était, c'est une grippette. Non, il faut regarder de manière pragmatique ce que ça implique. Il faut avoir de l'optimisme. L'optimisme en entreprise, ça pourrait être d'ailleurs un des sujets de Drinking Dialogues. L'optimisme est un point important dans la crise. Il faut un fort système de valeurs partagées. Si l'organisation n'est pas sur des valeurs très fortes, avant la crise, elle aura du mal à survivre après. Et enfin, elles sont ingénieuses parce qu'elles savent tirer parti finalement de leurs ressources pour bricoler des solutions nouvelles. Et ça, c'est la méthode vraiment agile.
Voilà. Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on discute, parce que j'ai déjà été, à mon avis, un peu plus long que prévu, mais vu que Caroline et Maïla me disent rien, alors soit c'est un problème de son. Non, mais j'allais dire, je te propose Ça qu'on va, en je suis parle dans en le petit timing. groupe. En pleine prise de poste, je sais qu'aujourd'hui, mon organisation, elle n'est pas résiliente. Elle est agile, on s'adapte tous les jours, on court. Mais Antoine, qui a les mêmes fonctions que moi, mais sur une autre strate, sur d'autres collectivités qui ont d'autres problématiques, ça serait intéressant de poursuivre les échanges, justement. Parce qu'aujourd'hui, les organisations, elles n'en sont pas au même niveau, un, de conscience et deux, de préparation. Donc, après, est-ce qu'elles peuvent l'être? Je pense que c'est dans les ADN. Faut-il encore le vouloir? Il y a aussi une question de volonté. Du coup, est-ce que tu crois qu'il y a des organisations qui sont plus prêtes que d'autres et pour le coup, nous, on a partagé beaucoup d'exemples de gros paquebots, gros trucs, grosses entreprises. Est-ce que on en revient toujours à la même chose? Plus on est petit, plus on est agile, ou finalement, même si on est un gros paquebot, ça le fait? Je pense qu'effectivement, plus on est petit, plus on est agile. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure avec Christelle sur des entreprises Toyota typiquement dans les Hauts-de-France, qui a été capable de refaire des masques. Ce n'était pas leur métier. Avant, ils faisaient de la voiture et puis d'un seul coup, ils se reconvertissent pour faire des masques. Ou l'entreprise de métallurgie qui se transforme pour faire des distributeurs de gel hydroalcoolique. Après, c'est une question de rebond, mais c'est surtout une question de comment on fait la phase du deuil d'avant. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans la résilience, parce que on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais dans votre résilience, à un moment, il y a le deuil et il faut accepter l'étape passée pour passer à l'étape suivante. Donc, comme dans un deuil que nous avons sûrement tous vécu, il y a la phase de sidération, il y a la phase de colère, on se rebelle, on accepte et on repart. Sauf que quand vous êtes figé dans votre phase, c'est là où, en général, et on l'évoquait tout à l'heure avec les restaurateurs, ils ont mis 15 jours, 3 semaines sur le premier confinement à se dire, mais finalement, je suis fermé, mais je peux faire de la vente à emporter. Sabrina, apparemment, elle est concernée, non ? Non, je disais, moi, il y a juste une chose qui me gêne un petit peu là, dans nos réflexions. C'est que je pense qu'on est sur un aspect, et c'est peut-être parce que c'est compliqué de faire autrement, hein, j'entends, mais sur un aspect très général. C'est-à-dire qu'on parle, on dit les organisations, etc. Et je pense qu'il y a deux champs qui me sembleraient intéressants à avoir à l'esprit. D'abord, c'est la notion de durée dans la crise, c'est-à-dire qu'il y a des crises, on parle du Covid. Le Covid, c'est une crise très concentrée. Ce que je partageais tout à l'heure, c'était la crise qu'ont vécu les banques, puisque moi, je travaillais à l'intérieur d'une banque à cette époque, lorsque les startups et puis des acteurs qui n'étaient pas des acteurs bancaires comme Apple et autres, ou Orange, etc., se sont mis à développer des activités bancaires. Ce n'est pas une crise qui a duré 3 mois, c'est une crise qui a duré plusieurs mois, plusieurs années, mais malgré tout, c'est une crise. Et donc, les réponses et la résilience ne peuvent pas se regarder de la même façon sur quelque chose qui dure 3 mois que quelque chose qui dure plusieurs années. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que je pense qui pourrait nuancer un peu, enfin, permettre de préciser un peu les choses, c'est que dans la capacité de résilience d'une organisation, en fait, une organisation, qu'est-ce que c'est ? On peut aussi dire que c'est plein d'individus et des relations entre ces individus. Elles peuvent être hiérarchiques, elles peuvent être de coopération, etc. Et que, en fait, la résilience d'une organisation, dans le fond, c'est presque, pardon, hein, je vais être un peu provocatrice, c'est pas le but, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est portée aussi par les personnes qui sont à l'intérieur et que la résilience d'une organisation vient, même si elle n'est pas la somme des résiliences individuelles, vient de la résilience aussi, qui est à l'œuvre dans des individus et les interactions qu'ils ont pour créer ou pour coopérer ensemble. Voilà. Et que c'est ce qui permet parfois, je citais un exemple, qu'il y ait des foyers au sein d'une organisation qui soient eux-mêmes plus résilients et que dans ces cas-là, peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment on s'inspire de ces foyers et comment on démultiplie leur impact à l'intérieur pour qu'ils viennent nourrir l'énergie de l'organisation. Voilà. Et ça fait partie de la troisième partie, Mathieu.
C'est ça. Oui. Sabrina, tu fais toujours bien les transitions. Non, mais c'est intéressant parce que, bien sûr, alors le problème, c'est que on est obligé de surfer sur des généralités sur 1 heure pour parler d'un thème comme ça où pendant 30 minutes, on échange en sous-groupe. Bien sûr. Après, il est clair que, on en parlait tout à l'heure avec Antoine, le Covid, tout le monde a cru que ça allait être une histoire de 15 jours, 3 semaines. Et quand le 16 mars, on prend la décision de mettre tous les agents chez soi en télétravail, personne ne se dit que c'est un truc qui va durer. On ne nous dit pas. Quand on lit les pires papiers aujourd'hui sur les spécialistes de la pandémie, c'est un retour à la normale en 2024. Donc, et donc là, tu touches à la perception de la crise. Oui, c'est quoi la normale? Voilà. Oui, à partir de quand la normale, ça veut dire, alors 2022, un retour à la presque normale avec un vaccin qu'on aurait eu en 2021 à l'été, c'est ce qu'ils espèrent tous. Vacciner le temps qu'on ait une immunité collective vaccinale, on dit qu'en 2022, on pourra reprendre à peu près une première vie normale, entre guillemets, c'est-à-dire circuler, arrêter les masques, casser la courbe de contamination et de nombre de malades. Et 2024 pour reprendre des vols internationaux. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas expert de l'OMS, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la crise, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle s'arrête. Et après, on peut partir dans toutes sortes de crises. Aujourd'hui, vous rajoutez… Oui, on peut en cumuler. Pardon ? On peut en cumuler. Oui, mais typiquement, on l'évoquait tout à l'heure, la cybersécurité est un vrai sujet qui n'est pas pris sérieusement encore assez dans ce pays. Aujourd'hui, on est tous en télétravail, une grande partie. Demain, vous ajoutez cette crise dans la crise qui est la cybersécurité, vous n'avez plus rien. Aujourd'hui, on ne travaille que à l'hôpital, tout est sur informatique. Si l'hôpital, moi j'ai eu dans mes anciennes fonctions au ministère de la Santé à régler ces histoires-là, d'attaques contre des hôpitaux. C'est le cas aux États-Unis d'ailleurs. Il y en a en Israël, vous prenez, il y a des stations d'épuration qui sont attaquées informatiquement pour faire tomber les stations d'épuration et de traitement d'eau potable. Et si le virus qui est injecté informatiquement sur une station d'eau potable, sur de la chloration, je vous laisse imaginer ce que ça va faire derrière. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la résilience, elle est une analyse et une cartographie exacte. Et effectivement, dans votre organisation, c'est sûr que si Jean-Paul, qui est censé s'occuper de la chloration du truc, il n'a pas les procédures, il ne répond pas au téléphone, que l'astreinte, elle n'est pas organisée, vous pouvez avoir une organisation résiliente, avec un beau papier, avec des bonnes procédures dans un classeur. Et ça reste, de toute manière, le cœur d'une organisation, ça reste l'humain. Donc, si derrière, ils ne sont pas formés, et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, voilà, comment on accepte ça, parce que de toute manière, la première erreur de l'organisation générale, et je vais y venir parce que je vois l'heure et Caroline qui va commencer à s'agiter, c'est l'organisation, elle doit accepter les crises. Alors oui, c'est très général, mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'enfermer dans le déni, aussi bien des dirigeants, mais aussi des équipes en dessous, que ce soit les collaborateurs ou le leadership de l'organisation. Donc, la prise de conscience, l'acceptation, c'est la courbe du deuil, on en parlait. L'acceptation, c'est la première pierre indispensable avant de réussir à absorber le choc inattendu. C'est la capacité, finalement, à pouvoir surmonter la vague. Donc, après, ce qu'il faut, une fois qu'on a accepté ça, c'est comment on résiste. Et ça, c'est encore un autre sujet parce que la résistance des collaborateurs, du système, ça veut dire que vous devez avoir un socle de valeurs, que les gens sachent pourquoi tous les jours ils doivent aller contrôler le chlore dans le truc, pourquoi la continuité, on parle beaucoup de la continuité du service public. Si vous ne donnez pas, et c'est un sujet qu'on a aujourd'hui, on oppose toujours le service public avec le public et le privé. Mais moi, je vous assure que tous mes agents, en tout cas, si je fais un sondage, le service public, ils savent pourquoi ils font le boulot. Bien sûr qu'il y en a, ils ont perdu le sens, ils ne savent pas. C'est aussi une question des organisations. Mais la volonté de continuité et dès que vous faites un premier coup de sifflet en temps de crise, d'ailleurs, on en a parlé, dans mon autre collectivité, les reapers, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que les reapers. Oui, quand même. Alors, oui. Plus communément, ça s'appelle des éboueurs, mais maintenant, le nouveau terme, c'est les reapers. Il y a longtemps. Ouais. Pardon.
Je croyais qu'on ne m'entendait pas. Et donc, les Reapers n'ont jamais refusé, on a eu 0 droit de retrait. Mais pourquoi? Parce qu'on leur a donné du matériel, on leur a expliqué, parce qu'ils ont eu des masques et qu'ils ont accepté d'aller faire cette mission-là. Et la deuxième ligne des services publics, au-delà des soignants, ils ont été protégés. Et ils ont été protégés parce qu'ils avaient aussi cette volonté de continuité. Et c'est pour ça la grogne que vous avez aujourd'hui en ce moment chez les soignants, de dire « Ok, on va au combat », sauf qu'entre la première et la deuxième vague, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Le troisième point, c'est qu'il faut savoir se réinventer. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la créativité, c'est des nouveaux business, c'est les restaurateurs qui se réinventent, c'est le click and collect, c'est les libraires, c'est tout ça. C'est comment on apprend à se réinventer en se disant « Bon, bah voilà, je ne baisse pas les bras ». C'est apprendre de ses erreurs parce que c'est plus facile de rester souvent dans sa zone de confort en se disant que ça, je sais faire, ça, je ne sais pas faire et ça va me demander une énergie un peu plus grande que finalement ce que j'avais prévu de faire. La crise et la résilience, c'est aussi l'occasion de se remettre en question et surtout de tirer des leçons de ces échecs et surtout de les transformer en apprentissage, ce que je disais tout à l'heure. Et le dernier point, c'est il faut anticiper. Je vous rejoins, Sabrina, sur l'histoire de la transformation sociétale. De toute manière, la crise aujourd'hui, elle est sur le Covid. Demain, elle sera sur autre chose. En même temps, on a les attentats. On est repassé en urgence alerte attentat. Là. Donc, c'est toujours de la transformation permanente. Le changement, il est permanent, quoi. Donc, je pense qu'il faut rester lucide. L'organisation, elle doit rester réaliste. Elle doit rester créative, agile, pour faire face aux défis qui seront demain environnementaux. Enfin, ils le sont déjà très présents d'ailleurs, sociologiques, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Typiquement, vous prenez le télétravail, il sera impossible de dire à X personnes, vous avez été capable de le faire pendant des mois, mais sauf que maintenant, vous revenez tous au bureau. Et le côté de croire qu'on pourra revenir à la normale là-dessus, c'est complètement faux. Ça ne serait pas lucide, justement. Et puis, c'est des défis humains. Hein. On commence à s'agiter, Mathieu. Allez. Moi, j'ai fini. Si on veut rester dans le temps qu'on s'était donné, donc peut-être, je ne sais pas, Maïlam, si tu veux proposer un... Merci déjà Mathieu, merci beaucoup. Ce que je peux vous proposer, c'est que moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui sur la résilience, des choses que je ne savais pas ou dont je ne me rendais pas compte. Ce que je peux vous proposer, c'est que vous réfléchissiez chacun là, et écrivez dans le chat une ou deux choses avec lesquelles vous repartez de ce que vous avez appris aujourd'hui ou de ce qui vous a surpris. Voilà, donc merci, désolé pour les problèmes techniques, mais bon, j'ai l'impression que là, ça y est, c'est définitivement réglé. Moi, donc, ce que je nous souhaite, c'est de pouvoir continuer à créer du lien et à se relier, surtout, parce que dans le cadre de la résilience, ça apporte tellement d'énergie, et moi, je suis toujours émerveillée par ce format où on apprend tellement de choses et on découvre tellement, de nouvelles personnes à chaque fois. C'est vraiment très enrichissant. Et puis, du coup, je vous remercie tous pour vos partages. Merci Mathieu. Merci, j'ai appris plein de choses. Moi aussi, Maïla me disait tout à l'heure qu'elle avait appris de nouvelles choses. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Et merci Maïlam pour toujours ma complice des drinking. Voilà, c'est génial. On continue. On continue. En tout cas, merci Caroline, merci Mathieu, merci à vous tous qui êtes restés. J'aime bien voyez, le côté informel à la fin, au début de ces sessions, je les trouve vraiment superbes. Ce que je nous souhaite, moi, c'est que le mot résilience, s'il vous plaît, que ça ne devienne pas comme la bienveillance. Voilà, c'est un petit peu le risque. Voilà, donc on va essayer de préserver ce mot et voilà, on va en parler, mais pas trop, quoi. C'est un petit peu ce que je nous souhaite quand même. Ce que je nous souhaite aussi, c'est de vous revoir la semaine prochaine. Donc là, on aura Olivier Lajousse, que je ne présente plus, donc qui est ancien DRH de la Marine, qui va nous parler justement de comment est-ce qu'on maintient le collectif dans la tempête.
Donc là, c'est une autre forme de résilience. Et donc, c'est comment est-ce qu'on préserve ce collectif, ce sens du collectif dans la tempête. Et ça va être vraiment passionnant. Donc, j'espère, je vous souhaite de nous revoir à cette séance-là ou au celle d'après. Et on continuera sûrement à saison 2 à partir de janvier, quand on aura fini la saison 1, voilà, avec Caroline, avec grand plaisir. Donc, merci à tous.